Ok. Bon, déjà pour commencer, vous allez l'entendre à ma voix, mais effectivement, je suis malade, / sort de maladie, on va dire. Donc j'ai la voix complètement défoncée, j'ai une sacrée rhino avec un épisode de fièvre. Bref, je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais au moins je vous donne une petite explication sur pourquoi ma voix est défoncée. Pour les plus anciens abonnés de la chaîne, vous avez déjà eu des épisodes où j'avais la voix complètement cassée, car à chaque fois que je tombe malade, je tousse beaucoup et mes cordes vocales en prennent un coup. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas de timbre de voix lorsque je vais bien. Allez, après cette petite parenthèse du pourquoi j'ai la voix défoncée, on va passer à l'épisode 2 du coup de mon nouveau format que j'appelle de base Je joue voliste. Donc il y a un premier épisode qui en gros est simplement la rediffusion du live dans sa quasi-intégralité. Et dans cet épisode, je vais revenir un petit peu sur les erreurs que j'ai faites durant la rediffusion du live. C'est pas vraiment ça un rapport de bataille, mais en tout cas pour ce qui est de Je joue voliste, la bagarre, premier épisode, je vais revenir un petit peu parce que je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal d'erreurs, que ce soit en termes de connaissance de la faction tout simplement, hein. Et j'ai aussi mal recopié la liste qui m'a été envoyée, que j'ai tirée au hasard de Nactilope. Voilà, donc désolé pour ces multiples petites erreurs. Mais c'est pas mal de faire des erreurs car on va pouvoir revenir dessus afin de les corriger. Bon, on va commencer d'abord par regarder la liste proposée, car je me suis rendu compte après coup que je n'avais pas parfaitement recopié la liste comme il faut. Donc, on commence par les personnages, et notamment avec l'hélice Esperax, donc qui est assez exceptionnelle, hein. Elle a des armes qui lui permettent d'avoir touche soutenue 2 de base, sachant qu'elle touche à 2+, donc quand vous allez utiliser un jeton de souffrance pour qu'elle puisse relancer ses jets pour toucher, ainsi que son unité, hein, parce que c'est toute l'unité qui gagne le bonus, bah vous allez toucher à 2+, relance complète des jets pour toucher. Donc ça veut dire que, normalement, statistiquement, lorsque vous lancez 8 dés, vous avez au moins un 6. Bah, vous mettez les 6 de côté, vous relancez tout le reste. Parce qu'en fait, le 6e, vous avez une chance sur 6 de faire un 6 et une chance sur 6 de faire un 1, et donc le 6e, vous l'avez déjà remporté sur votre premier jet de dés. Donc c'est pour ça que, statistiquement parlant, il faut relancer, lorsque vous touchez à 2+, tous vos jets pour toucher. Et si vous ne touchez pas à 2+, vous relancez tous vos jets ratés, plus le 6e de réussi. Bref, c'est des calculs, mais ça vous permet un petit peu d'optimiser vos jets pour toucher de cette manière lorsque vous avez des capacités du style touche fatale et touche soutenue. Donc, vous relancez, vous avez un 6, donc vous relancez 7 dés, vous récupérez un autre 6. En moyenne, vous allez en avoir 3 normalement des 6. Donc, ce qui vous permet d'ajouter 2 touches supplémentaires. Et ça, c'est seulement avec ces attaques de base. Et derrière, bien entendu, avec l'hélice Esperax, il faudra cibler des unités d'infanterie parce qu'elle est anti-infanterie 2+, donc c'est-à-dire que vous blessez sur 2+, toutes les unités de type infanterie. Et dans le match-up contre le World Eater, c'est exceptionnel parce qu'il a beaucoup d'unités d'infanterie qui ont des grosses endurances, donc avec la faible force de l'élite, force 3, on verra avec l'aptitude, elle passe à force 4, mais clairement la force est un véritable problème chez les Drukhari pour ce qui est de la mêlée avec les Sérastes. On va regarder un petit peu ses aptitudes. Donc la première, elle a combat en premier, et en plus elle le donne à ses copines, car tant qu'elle mène une unité, les figurines de cette unité ont l'aptitude combat en premier, donc c'est exceptionnel. Si l'adversaire me charge, je tape avant lui, parce qu'il a combat en premier, j'ai combat en premier, mais vu que c'est lui qui m'a chargé, on est pendant son tour, et donc c'est le joueur inopérant, celui dont ce n'est pas le tour, qui commence à activer. Donc du coup vous allez faire vos attaques avant lui et lui infliger de nombreux dégâts. Mais ce n'est pas tout, elle ajoute aussi avec la même capacité, épouse de la mort, un bonus de +1 en force et de +1 en pénétration d'armure à toute votre unité, elle comprise. Donc du coup vous êtes PA-2 de base et vous passez PA-3. Et c'est plutôt exceptionnel. Il y a aussi un petit intérêt, c'est que de force 3 vous passez à force 4, ce qui fait que tout ce qui est endurance 6 au final, il ne serait pas de l'infanterie, vous blessez sur 5+ dans le pire des cas. Et en général, vous allez jamais aller chercher des unités de véhicules au corps à corps parce que vous n'êtes pas anti-véhicule et avec une force 4, vous allez plus souvent blesser sur du 6 qu'autre chose. Mais pour ce qui est des autres types d'unités, en général, c'est pas trop mal. Et enfin, la dernière aptitude, c'est spectacle palpitant. Alors, je ne l'ai pas activé sur l'élite, pensant que, en termes de létalité, normalement, c'est 8 attaques avec la relance des jets pour toucher, ses touches soutenues, son anti-infanterie. Les 8 attaques étaient suffisantes et j'avais pas besoin de l'invulnérable parce que je me disais que j'étais capable de tuer les unités que j'impactais avec l'unité de l'élite.
Bon, il s'avère que pour ceux qui l'ont vu, c'était pas le cas. Pas un 6 sur 2 phases de combat de l'élite avec ses 8 attaques en full reroll touche. On est sur un gros troll de Tabletop Simulator. C'est pas grave, c'est comme ça, on l'accepte. La prochaine fois, peut-être que je claquerai les 12 attaques directes. Bien sûr, j'ai simulé un peu ces 8 attaques parce que j'étais un peu chafouin suite à cette partie en me disant putain, l'élite, quand même, merde, 8 attaques, reroll touche à 2+, touche soutenue 2. Bah, c'est là où je me suis rendu compte qu'en général, on faisait, allez, minimum 2 à 3, 6 pour toucher. Et donc, vraiment, je m'étais bien fait troll par Tabletop Simulator. Voilà. Et surtout, ce qui est vraiment bien avec Spectacle Palpitant, outre le fait qu'elle va augmenter son nombre d'attaques à 12 au lieu de 8, c'est son invulnérable à 3+, car lorsque vous êtes dans un schéma où c'est l'adversaire qui va vous attaquer d'abord et qu'il vous reste quasiment plus de Séraste qui l'accompagne, bah là, l'invulnérable 3+, même si c'est qu'une fois par bataille, est exceptionnel. Bon, bien sûr, pour accompagner l'élite, Nactilope a prévu une unité de Séraste, et on le verra plus tard, parce qu'en fait, il est split grâce au Venom, mais ça, on le verra un peu plus tard, je vous expliquerai le pourquoi du comment. Au niveau de leurs armes, je suis un peu déçu. Ils ont des pistolets quand même qui sont sympas, hein. Ils sont passés anti-infanterie 4+, suite à une balance data slate, enfin la dernière balance data slate. Et je me suis rendu compte aussi qu'ils pouvaient avoir un dislocateur, mais c'est qu'un seul pistolet, c'est une portée de 6 pouces, dégâts D3, donc c'est très aléatoire, autant rester sur du pistolet éclateur et chercher à faire de la saturation anti-infanterie. Et au niveau de leurs armes de mêlée, je m'étais dit bah, peut-être qu'ils ont des armes de mêlée avec anti-infanterie, et en fait non, pas du tout. C'est un peu dommage, mais ça c'est pareil, j'y reviendrai en fin d'épisode sur mes critiques auprès de Games Workshop par rapport à cette faction. Bref, dans tous les cas, c'est quand même 3 attaques, donc force 3 PA-1 mais qui passe à force 4 PA-2, et là la PA-2 est vraiment intéressante, même si vous pouvez le constater que ce soit entre l'élite et les Sérastes, et ben vous êtes dégâts 1. Donc vous êtes obligé de passer par de la saturation d'attaque pour pouvoir avoir un impact. Autre chose, au niveau de leurs aptitudes, ils ont quelque chose quand même d'assez intéressant qui oblige chaque fois qu'une unité, donc qui n'est ni monstre ou véhicule, portée d'engagement de l'unité, lorsqu'elle va essayer de battre en retraite, elle va devoir faire un test de fuite désespérée comme si l'unité était ébranlée. C'est-à-dire que votre adversaire n'a pas de test de commandement à faire, c'est s'il désengage, il fait son test de fuite désespérée, et en fonction du nombre de figurines qu'il désengage, bah, il a une chance sur 3 de perdre une figurine. Donc en général, ils vont pas vouloir désengager contre des Sérastes. Ça c'est intéressant. Alors, petite erreur durant la partie, ils ont une invulnérable à 6+, ça c'est ok, mais j'ai complètement oublié qu'ils avaient une invulnérable à 4+, contre les attaques de mêlée, et forcément contre les World Eaters, ça aurait pu servir. Je pense que sur la fin de la partie contre le Lord Invocatus, je pense qu'il ne me tuait pas autant de figurines. Alors j'ai pas revu un peu les résultats de mes dés sur les sauvegardes, mais admettons. Et une autre astuce intéressante, c'est le lance-grenade fantasme. Alors moi j'ai essayé vraiment de jouer avec les stratagèmes Drukhari pour me rendre compte un peu de leur efficacité ou pas, mais du coup c'était un ou pas, et forcément bah, je comprends mieux l'intégration du lance-grenade fantasme, car on va plus souvent utiliser des stratagèmes génériques, on va dire, afin d'offrir plus d'impact aux unités. Car effectivement, une unité de Séraste qui charge pour un PC, vous pouvez envoyer en moyenne 3 blessures mortelles parce que vous lancez 6 dés, c'est sur du 4+, que vous infligez une blessure mortelle. Et bien pouvoir infliger en fait des blessures mortelles supplémentaires quand vous avez que des attaques dégâts 1, alors certes avec une bonne PA, mais dégâts 1 tout de même, et bien ça rajoute justement cette létalité supplémentaire dont ils ont fortement besoin. Voilà. On va passer à la suite, et pour le prochain perso, on va avoir Urien Rakart. Moi c'est mon bébou. Hein. Franchement, il a bien taffé, il a très très bien taffé. On va regarder ses armes. Le pépère, il a quand même une arme de mêlée qui est aussi anti-infanterie de plus, mais surtout précision. Alors bon, contre le World Eater, c'était pas très intéressant parce qu'il a pas beaucoup de meneurs en dehors de... dans sa version, je crois qu'il y avait le maître des exécutions, donc ça aurait pu être sympa. Mais là, bon, c'était pas très utile, mais le dégât 3 et l'anti-infanterie de plus a été particulièrement intéressant contre les octoliers du World Eater. Et j'aime beaucoup chez Urien, c'est que ça reste un tank. Même s'il a que 5 points de vie, le pépère dans ses aptitudes, il a quand même insensible à la douleur 4+, invulnérable 4+. Donc c'est-à-dire que quand vous lui infligez des dégâts, déjà il va enlever 50% des blessures infligées, et derrière il va enlever 50% des dégâts subis. C'est un bon tank pour seulement 5 points de vie, sachant que derrière, si jamais il meurt, sur 2+, il peut revenir avec tous ses points de vie initiaux. Donc en gros, on a notre Urien qui a 10 points de vie, invu à 4, insensible 4+. Sachant que c'est un meneur,
déflecteur, qu'on peut le mettre dans une unité de vrac, chose qu'il faut faire évidemment pour lui rajouter des points de vie. Donc vraiment très très bonne figurine. Derrière, bon, personnellement je l'ai mal positionné parce que je pouvais aller gratter un petit peu de soins de points de vie sur un Talos qui était juste endommagé, mais sa capacité aussi à faire revivre des vracs peut être intéressant et on va voir sur la liste que je vais vous proposer. Bien entendu, on lui a mis, donc quand je dis les vracs, c'est les Gorgones, désolé pour les anglophobes, avec les armes Liquefactor et Ossifactor. Du côté de leurs aptitudes, très simple, un vue à 6, Feel No Pain à 5, donc plutôt bien pour une unité qui vaut 60 points. Et ils ont une petite aptitude que j'ai pas utilisée. Pas mal de choses évidemment que j'ai oublié. En plus, c'est pas du tout une faction que je maîtrise. Donc évidemment, il y a plein de petites erreurs par-ci par-là. En tout cas, à chaque fois que cette unité détruit une unité ennemie, vous gagnez un pion de souffrance. Donc ça, c'est très fort. Et quand l'unité ayant cette aptitude est détruite, vous gagnez un pion de souffrance. Donc c'est-à-dire que quand j'ai perdu mes vracs, j'aurais dû gagner un pion de souffrance. Et il me semble qu'ils ont détruit une unité d'Octolier. Donc j'aurais peut-être gagné un pion de souffrance. Ça, je me souviens plus trop de ce qui s'est passé, mais d'où l'intérêt aussi d'avoir un pack de 10 potentiellement, car que ce soit pour les splits en fonction des besoins via un Venom, que ce soit pour avoir beaucoup d'attaques anti-infanterie 4+, via leurs armes, bref, ou que ce soit pour profiter de la réanimation de 3 vracs par tour à la fin de la phase de mouvement avec Urienne, sachant que lorsque vous réanimez des figurines, via la portée de cohésion, vous pouvez faciliter vos charges. Vous bougez, voilà, vous avancez, alors vous faites pas un jet d'avance, hein, mais vous bougez vers votre adversaire, fin de phase de mouvement, vous ranimez 3 vracs, et là vous gagnez à peu près 2, 4, entre 5 et 6 pouces, parce que je sais plus la taille des socs des vracs, mais en gros entre 5 et 6 pouces de distance sur votre charge, ce qui est énorme. Au niveau de leurs équipements, donc je disais, il a mis le Liquefactor qui est un lance-flamme, en gros avec PR-1, et l'Ossifactor, qui est plutôt bien, hein, parce qu'il est anti-infanterie 4+, et blessure dévastatrice. Bon, il fait qu'un seul tir, mais il est dégâts 2, donc plutôt cool. Et ça reste une PA-2, donc même contre d'autres types d'unités, c'est pas trop mauvais, mais la force 2 fait que c'est assez médiocre si vous ne tirez pas contre de l'infanterie. Ensuite, on passe au dernier personnage de la liste, qui est l'Archonte. L'Archonte, alors c'est là où j'ai un peu bugué. D'ailleurs, vous avez dû l'entendre sur la rediffusion du stream, mais du coup on me disait que je commençais avec 7 pions de souffrance et je comprenais pas. Parce qu'en fait, j'avais pas fait gaffe qu'il avait l'art de la souffrance et je m'en suis pas souvenu. L'art de la souffrance, c'est vraiment très bon chez les Drukhari. Même si elle coûte 25 points, je trouve qu'elle est chère. Elle devrait coûter 10 ou 15 en vrai. Quand on compare à d'autres optimisations qui coûtent 25 points, je trouve que c'est un peu cher pour juste gagner un pion de souffrance au début de son tour. C'est même pas au début de chaque tour de joueur, c'est au début de son tour à soi. Parce que c'est pendant notre phase de commandement qu'on le gagne. Hop, je vous le mets là. J'ai oublié. Il y a un petit surcoût, mais vous verrez, de toute façon, j'en parlerai. Mais il y a pas mal d'unités, je trouve, qui sont soit trop chères pour ce qu'elles font, et je pense qu'il y a des petits ajustements comme ça pour améliorer la faction. Au niveau de ses armes, bon bah, pas grand chose à changer, hein. Il est anti-infanterie 3+, PA-2 dégâts 2, 5 attaques, touche à 2, c'est très bon. Au niveau du pistolet, vous faites un peu comme bon vous semble. Du côté de ses aptitudes, alors bon, je vais commencer par la deuxième pour être assez simple, c'est un Vect, donc c'est excellent, hein, dans une méta où souvent chaque faction a 1 ou 2 stratagèmes phares en Battle Tactics, donc ça reste un très très bon outil. Ensuite, le chef suprême, alors le problème c'est qu'il peut pas rejoindre beaucoup d'unités, c'est soit les Cabalites, soit la cour royale ou la cour d'Archonte là, qui peut elle-même intégrer une unité de cabale. Donc vous pouvez effectivement, si vous le souhaitez, jouer une énorme unité de guerriers Cabalites avec cette cour. Sinon, il donne la relance des 1 pour blesser et si jamais vous la renforcez, donc pour avoir la relance des jets pour toucher, en général parce que vous allez plutôt le faire en phase de tir ou de combat, hein, pour relancer les jets pour toucher, mais en phase de combat c'est pas le mieux. Sauf si vous jouez une cour d'Archonte en plus, vous gagnez une full relance des jets pour blesser. Et ça c'est plutôt cool. Mais on verra, il y a quelques soucis je trouve dans les guerriers Cabalites qui pourraient être améliorés, notamment au niveau de leurs équipements. J'en parlerai un peu plus tard. Bien entendu, à cette Archonte, on va lui fournir 10 guerriers Cabalites, avec au niveau des armes, donc un canon éclateur, un disloqueur, un lacérateur, un lance de ténèbres. Donc en fait, vous mettez tous les équipements spéciaux que vous pouvez mettre. Et bien sûr, leur aptitude, Pierre Sadique, qui vous permet, même si vous êtes dans un transport, de pouvoir stick
un objectif. Donc quand on dit stick un objectif, c'est le garder sous votre contrôle, même si vous en partez. Bon, bien sûr, à moins que votre adversaire revienne avec une unité pour en reprendre le contrôle. Donc plutôt bien, et surtout cette petite précision où même si vous êtes dans un transport, vous pouvez le faire. Ça, c'est vraiment excellent. De toute façon, on le verra, il y a du Venom dans la liste. De mémoire, il y en a 3. Et souvent, on va split justement, grâce au Venom, à la capacité du Venom, les guerriers Kabalites, pour avoir 5 petits Kabalites en fusil éclateur qui tiennent votre objectif de la zone de déploiement. Puis plus tard dans la partie, si vous avez l'occasion de le faire, embarquez les guerriers Kabalites dans un Venom pour aller chercher un autre objectif. Donc vraiment, j'aime beaucoup le Kabalite dans sa mécanique. Je trouve qu'on peut faire pas mal de choses. Ils ont accès aux lance-grenades aussi pour rajouter un peu de létalité en phase de tir. Mais clairement, c'est plus une unité de tir que vraiment de corps à corps, parce que l'arme de Sybarite, là, avec l'anti-infanterie 3+, c'est seulement le chef de l'unité qui peut l'avoir. C'est tout. Allez, ensuite, nous avons les transports assignés, effectivement. Les 3 Venom à 80 points le Venom. Alors, le Raider est à 90 points. Donc, je trouve qu'en fonction de ce que vous voulez faire, les deux sont très bons. Ensuite, on a au niveau des armes, bon, bah, il y a du canon éclateur. De mémoire, il y en a 2. Donc, ça vous fait quand même 6 tirs. Anti-infanterie 3+, touche soutenue. Ça, c'est vraiment bien. PA-1, donc c'est une PA qui est assez faible, mais dégâts 2. Et ça m'a été pas mal utile durant la partie, je trouve en tout cas. Alors au niveau de son aptitude, elle est assez intéressante parce qu'en fait, de base, via ses transports, j'ai oublié de vous mettre la slide, mais vous pouvez au moment du déploiement, il me semble, non, c'est quand vous décidez quelle unité rentre dans les transports, bah, vous pouvez en fait scinder une unité en deux, que ce soit de Serast, de Vrak, il me semble, et de Cabal. Donc très intéressant pour l'unité de Kabalite, mais surtout aussi le funambule athlétique. À la fin de la phase de combat, s'il n'y a aucune figurine embarquée dans son transport, vous pouvez choisir une unité infanterie du créateur ami contenant 6 figurines au moins et se trouve entièrement à 6 pouces de ce transport pour rembarquer dedans. Bon, bien sûr, vous pouvez pas le faire si vous êtes à portée d'engagement d'une unité ennemie. Et ça, c'est plutôt cool parce que du coup, vous pouvez descendre avec vos Kabalites. Ça, je l'ai pas fait durant la partie parce que c'est une capacité aussi que j'ai complètement zappé. Mais du coup, j'aurais pu débarquer, faire mes trucs, tirer tout ça, puis rembarquer pour éviter qu'il me charge au prochain tour. Et donc, je trouve vraiment que le Venom est excellent. C'est un excellent transport de MSU, surtout pour des Kabalites. Donc, ça donne beaucoup d'idées sur des listes vraiment avec beaucoup de guerriers Kabalites, beaucoup d'armes de tir où vous pouvez en laisser certains dans les transports, d'autres les sortir pour pouvoir tirer. Enfin, bref. Faire des trucs dans le genre. Bien entendu, bon, ça synergise bien avec les guerriers Kabalites, avec les Serast, vous pouvez aussi split votre unité de 10 en 2x5, comme ça il y en a 5 qui rentrent avec l'élite, et 5 autres que vous pouvez mettre en réserve ou tout simplement déployer sur le champ de bataille en fonction des besoins. Et bien sûr, les Vrak, vous les achetez par 5 ou par 10, vous pouvez split avec Urien, tout ça, c'est très très bon aussi. Maintenant, passons du côté des autres unités. On commence avec 3 unités de 5 fléaux. Ils sont équipés pour la première unité de 4 canons éclateurs, de 4 fusils disrupteurs Drukhari pour la deuxième et pour la troisième, 4 lances des ténèbres. Pour ce qui est de leur aptitude, ils ont une capacité déjà de frappe en profondeur, donc ce qui permet de les mettre en réserve, et je vous conseille de toujours les mettre en réserve, évidemment, c'est une unité qui est faite pour ça, afin d'arriver n'importe où sur le champ de bataille, et vu qu'ils ont de tout petits socles, c'est plutôt très pratique et très difficile à empêcher les frappes en profondeur les plus simples. Et pour ce qui est de frappe ailée, c'est durant votre phase de tir. Si vous n'êtes pas à portée d'engagement d'une unité ennemie, vous pouvez faire un mouvement normal de jusqu'à 6 pouces après avoir tiré. Donc ce qui vous permet soit de vous cacher, soit effectivement de vous positionner pour pouvoir, le tour suivant, pouvoir profiter de la capacité lourde de certaines de vos armes. Alors, je trouve que l'unité est exceptionnelle en soi, mais ça touche à 4+. Et ça c'est un peu pénible. Bien sûr, on peut leur mettre un jeton de souffrance pour qu'ils puissent relancer les jets pour toucher, ce qui fait que sur 4 tirs, par exemple, de lance de ténèbres, vous avez 2 touches initiales. Avec la relance, ça vous fait 3 touches. De force 12, PA-4 ou PA-3, non, PA-3 dégâts, D6+2. Donc ok, c'est plutôt pas mal. Là où je mets un bémol, c'est avoir 3 types d'armes différents. Alors ok, je comprends le principe, on va chercher la polyvalence, parce qu'on a le canon éclateur qui va desservir quand même 12 tirs quand on a un full reroll touche, avec la touche soutenue du canon éclateur, c'est
plutôt sexy contre l'infanterie derrière. Ensuite, on a le fusil disrupteur pour l'anti-véhicule et la lance des ténèbres qui est aussi bien contre des monstres que contre des véhicules. En l'occurrence, si jamais l'adversaire ne joue pas tant de véhicules que ça, vous vous retrouvez qu'avec des lances des ténèbres pour aller taper du monstre par exemple, et vos fusils disrupteurs, vu que vous n'avez pas de relance de jet pour blesser ou de capacité vous permettant justement de pouvoir transformer, il y a les dés du destin des Aeldari, un dé en 6 pour blesser automatique, forcément l'aspect blessure dévastatrice est moins impactante. Mais en tout cas pour moi, l'unité qui devrait changer d'arme, c'est l'unité de canon éclateur. Vous pouvez garder les fusils disrupteurs, pas de problème, ça reste tout de même une force 3, donc contre certaines infanteries ça reste, on va dire, correct, mais vraiment il vous faut soit 4 fusils disrupteurs supplémentaires, mais de préférence 4 lances de ténèbres. Pas grand chose d'autre à dire, ils ont un vue à 5+, par rapport à ce qu'on voit habituellement dans les unités de Drukhari avec une invulnérable à 6+, bon, c'est ok. Bon, d'ailleurs vous avez pu voir avec l'unité dont on va parler tout de suite, les mandragores, donc 3 unités de 5 mandragores, avec au niveau de leur aptitude cette capacité justement à la fin du tour de votre adversaire de partir dans des espèces de réserves qui vous permettent d'arriver en frappe en profondeur, donc c'est une excellente unité pour aller chercher les objectifs tactiques et scorer les objectifs de positionnement. Au niveau de leurs armes, ça reste aussi correct, leurs armes de tir surtout, parce qu'ils sont assaut, donc vous pouvez bouger, avancer et tirer, et surtout blessure dévastatrice, comme ça les quelques 6 que vous allez faire, au moins c'est de la létalité assurée. Pour une petite unité qui vaut que 65 points, alors je trouve qu'elle est pas trop chère, et elle n'est pas gratuite non plus. Je trouve qu'en termes de coût, elle est très bonne. À la rigueur, si vraiment on veut améliorer le Drukhari, on va peut-être baisser de 5 points cette unité, donc pour l'amener à 60 points, mais en vrai 65 ça les vaut très largement, parce que faut aussi penser que si jamais vous améliorez les unités de Drukhari, il faut améliorer les bonnes unités, parce que sinon derrière ceux qui jouent dans des listes Inari, donc pour pouvoir cumuler en plus les avantages Eldar, forcément vous allez complètement up ce type de faction, en tout cas ce type de liste, donc faut faire très attention à ce qu'on va up et ne pas up dans les unités Drukhari, en tout cas je l'espère pour les prochains changements en points au mois de janvier. Ensuite on va avoir les grotesques et les talos. Alors, pour ce qui est des grotesques, on en avait 2 unités de 3, donc je trouve que 105 points pour 12 points de vie, endurance 5, un vue à 6 et feel no pain à 5. Je vous mets tout de suite les armes et les aptitudes, comme ça c'est fait. Je trouve que le coup est correct en vrai. Il a mis donc au niveau des armes les liquéfacteurs, ça vous fait quand même 3 d'ici tirs de lance-flamme, que j'ai complètement oublié, je crois, d'utiliser. Non, je crois que j'ai pas oublié de les utiliser, c'est qu'en fait, j'ai oublié de les mettre sur le constructeur d'armée de Tabletop Simulator, ce qui fait que lorsque je regardais avec ma souris durant la rediffusion les figurines de grotesques, je ne voyais pas d'armes de tir, alors qu'en fait elles étaient bien présentes, donc ça aurait pu rajouter un peu de létalité ou on va dire potentiellement de l'Overwatch. Au niveau des aptitudes, bon, la leur est très médiocre, c'est vraiment la pire je trouve dans les unités de Drukhari. En fait, avoir ce qu'on appelle la Fight on Death, c'est-à-dire une capacité pour combattre avant de mourir sur un 4+, déjà, donc ça veut dire que sur 3 figurines, vous avez en moyenne entre 1 ou 2 figurines qui vont pouvoir répliquer. Et quand on a des attaques force 5 PA-1, dégâts 2, sur des colosses comme les grotesques, je trouve ça un peu pauvre. Il aurait peut-être dû quand même aller chercher la force 6 ou 7 avec eux, quitte à laisser une PA faible à -1 et dégâts 2. Ouais, je trouve ça vraiment pauvre. Alors par contre, ça touche à 3+, je sais pas pourquoi, à un moment, je croyais que ça touchait à 4+, petite erreur de ma part. Après, ça reste de l'invue à 6, bon, feel no pain à 5, est-ce qu'ils auraient pas été mieux en invue à 5, quitte à avoir une arme de mêlée un peu médiocre, avoir une petite résilience supplémentaire, sachant que l'endurance 5, elle s'est pas améliorée en changement de version. De mémoire, ils étaient endurance 5 déjà avant, qu'on pouvait améliorer en V9, je crois, grâce à l'homoncule qui donnait un +1 en endurance. Ouais, c'est une unité quand même, je trouve, qui, au niveau de ses stats, ne vaut pas forcément ses points. En termes de, on va dire, de nombre de points de vie, d'insensible à la douleur, d'invulnérable, c'est correct. Ça bouge de 7, c'est infanterie, ça met quand même des dégâts 2. Bon, c'est ok en vrai. C'est ok, c'est pas impressionnant, mais ça reste bien. Et vraiment, ça casse pas 3 pattes à un canard. Quitte à pas améliorer leur létalité, donnez-leur une invulnérable à 5+, parce que vous êtes capable de le faire sur des fléaux et sur des mandragores. Mais sur les grotesques, non, on reste un vue à 6. Bon, ok, pourquoi pas, mais je trouve que l'endurance 5, c'est ce qui est un peu faiblard. Surtout quand on a un stratagème derrière pour toutes ces unités couvent d'homoncules qui vous offrent un -1 pour être blessé. Sauf que quand vous êtes endurance
5, si le mec vous blesse déjà 2+, parce qu'il est force 10 ou plus, bah ok, il va vous blesser à 3+. Enfin, regardez la rediff, le -1 blesse sur les grotesques, c'est pas vraiment le plus pertinent, je trouve. Avoir une petite unité de grotesque pour bloquer, pour faire en fait du move block, c'est plutôt bon, parce que le coût est pas trop mal. Je pense que j'aurais peut-être mis 100 points les 3 plutôt que 105, ou plutôt partir sur un 90 points les 3 pour arriver à 180 points les 6, pour avoir un coût un peu équivalent au Thunderwolf cavalerie. La Thunderwolf n'a pas de lance-flamme comme eux, mais bouge très très vite. Elle est un vue à 4, donc on va dire que si on était un vue à 5, Feel No Pain à 5, sur les grotesques, on serait du même ordre. Donc c'est pour ça, au final, même si 105 points c'est ok, c'est pas un coup pertinent, alors que la cavalerie loup tonnerre, je trouve que 180 points c'est ultra pertinent. Je serais pas étonné d'ailleurs qu'on se prenne un nerf au niveau des points et qu'on monte à 200 points comme c'était initialement sur Thunderwolf cavalerie, surtout avec le détachement Stormlands. Je ne serais pas surpris. Dans ma liste, ça ferait qu'une augmentation de 60 points, c'est gérable. Mais vraiment, les grotesques, ouais, peut-être les mettre à 90, 95 points, grand minimum. Bon, bref. Désolé pour les amoureux des grotesques, mais on va passer à l'autre unité par contre que j'ai vraiment apprécié, ce sont les Talos. Alors déjà on a un bon châssis, hein, endurance 7 points de vie, sauvegarde à 3+, contrôle d'objectif 2, très correct. Un peu dommage qu'on ne puisse pas dépasser les 2 Talos par unité. Peut-être monter à 4, ça aurait été bien. Après, la force d'avoir des unités de 2, c'est qu'en fait vous allez jamais faire de test de commandement dû à l'ébranlement, parce que vous êtes 2, vous en perdez un, il en reste un. Vous n'êtes pas en dessous de votre demi-effectif, vous êtes à votre demi-effectif point. Donc ça c'est plutôt un gros avantage, mais c'est assez léger, ou alors à la rigueur monter à 3 Talos grand max. Comme ça, ok, vous avez une belle enclume, mais vous avez une enclume qui potentiellement, lorsqu'elle est toute seule, doit faire des tests de commandement. Bon, vous avez un commandement à 6+, qui est très bon, hein. C'est un commandement de Space Marine. Le Space Marine, en général, ça galère pas trop sur ses tests de morale. De temps en temps, ça peut arriver. Par contre, 180 points les deux, c'est-à-dire 90 points l'un, ça par contre, je trouve que c'est vraiment trop cher, parce que là, vous avez 14 points de vie pour 180 points, un vue à 6, Feel No Pain à 5, sauvegarde à 3+, endurance 7, vous pouvez avoir un -1 pour blesser. Pour 180 points, j'ai 24 points de vie, invulnérable à 4+, sur ma Thunderwolf cavalerie, et pour un stratagème, j'ai un -1 pour être touché et blessé au tir. Bon, y a pas photo, je veux dire. Clairement, pour moi, les Talos sont surcotés. Au niveau des équipements, par contre, ils sont pas mal, hein. On a 2 éclateurs à disruption Drukhari jumelés, donc là, on l'a enfin, cette relance des jets pour blesser, et du coup, c'est ce que je trouve très attirant, et c'est pour ça que pour les fléaux, je privilégierais plus la lance des ténèbres que l'éclateur disrupteur là des Drukhari, parce que justement, les Talos, eux, peuvent relancer le jet pour blesser. Derrière, ils ont chacun le liquéfacteur jumelé, donc pareil, c'est le lance-flamme où vous pouvez relancer le jet pour blesser. Donc plutôt bien, si jamais vous faites charger par de la petite infanterie, vous pouvez Overwatch facilement avec. Et derrière, alors là aussi sur le constructeur d'armée pour Tabletop Simulator, j'ai complètement zappé de changer ça, mais il me semble que moi je les ai équipés en... Ils étaient de base en macro scalpel, donc force 7, PA-1, dégâts 2, mais en réalité ils sont en gantelet de Talos, et effectivement quand je regarde le gantelet de Talos, alors certes, il va toucher à 4+, non pas à 3, mais il gagne le même nombre d'attaques, c'est-à-dire 5, mais là on est force 8, donc la force 8 c'est un excellent palier. PA-2, dans une armée qui a du mal à avoir de la pénétration d'armure, parce que pour l'instant en dehors de l'élite Esperax, pas de pénétration d'armure qui a tendance à dépasser le -1 quoi. Et ensuite on est dégâts flat 3. Ça c'est excellent contre les Octoliers, les Terminators, etc. Donc vraiment le Talos, j'aime beaucoup en termes de châssis. Alors, en fait j'aime tout chez eux sauf leur prix. 180 points c'est exorbitant. Quand vous avez 3 Octoliers exaltés à 150 points, merde, il n'y a pas photo quoi. Quand les gars vous leur faites gagner éclaireur, ils bougent de 9 derrière, vous pouvez rebouger de 9, avance grâce à vos bénédictions, puis au pire vous faites une avance automatique à 6. Derrière vous chargez, vous mettez des grosses patates à force 14. Games Workshop, allô. Moi je paye 30 points de plus. Alors ok, j'ai plus de points de vie, lui il est à 3x3 9, mais il a Feel No Pain à 6 de base pouvant passer à 5, un vue à 5. Moi je suis là avec mon 1 vue à 6. Voilà, un vue à 6 et Feel No Pain à 5. Bref, voilà, pour moi, il y a un véritable souci. Sachant qu'en plus, je suis monstre, donc au pire des cas, si je claque un -1 pour être blessé, lui, il claque son +1 pour blesser, et ça change pas l'histoire, surtout quand on balance des patates de 14. Endurance 7, il blesse à 2. Hein. Bref, bon, c'est pas du tout de la rage envers les World Eaters, hein.
Je pense que c'est une faction quand même qui peut avoir un certain rééquilibre sur ses coups, mais c'est vraiment du petit ajustement, là où le Drukhari a vraiment besoin de gros changements. Au niveau des aptitudes en plus, ils ont machine de tourment, donc ce qui vous permet, si cette unité détruit une unité ennemie, jusqu'à la fin de la bataille, elle est renforcée, donc vous n'avez plus besoin de mettre des jetons de souffrance, ça veut dire qu'elle est renforcée en permanence, donc vous pouvez relancer le jet d'advance, vous pouvez relancer le jet de charge, vous relancez le jet pour toucher aussi bien au tir qu'au corps à corps, et là ça devient vraiment des monstres. Donc je pense, même si ça coûte 180 points, il faut forcer un petit peu le Talos, parce que, et je l'espère, mais je suis quasi persuadé qu'ils vont avoir une baisse en points en janvier. J'ai aucune source, c'est de la pure supposition, mais vraiment pour moi, si on veut améliorer la faction Drukhari, il faut baisser les Talos, et à la rigueur un peu les grotesques. Mais vraiment, là, les Talos, c'est trop cher pour ce que ça fait, vraiment. Quand on compare à beaucoup d'autres factions, là j'ai juste pris les Space Wolves que je connais très bien comme comparatif, et le World Eater parce que c'est la faction que j'ai affrontée, bon, plusieurs fois depuis, j'ai affronté d'autres joueurs World Eater, et puis là, bon bah, c'est l'exemple de la rediffusion Twitch, donc on voit bien quand même qu'il y a un sacré écart entre la statistique du Talos, celle des autres unités par rapport à son coût, clairement. Bon, par rapport à ça, on passe à la suite, car on finira sur un ravageur, en 15 points, avec en arme, il a mis 3 canons désintégrateurs, et il a une aptitude qui est plutôt cool. À chaque attaque de cette figurine qui cible une unité ennemie, dont son effectif est initial, donc vraiment elle est toute neuve, vous relancez tous les jets de touche de 1. Donc c'est assez compréhensible de mettre des canons désintégrateurs pour augmenter le volume de tir, aller chercher les relances de 1 pour fiabiliser ça. Et ensuite derrière, c'est si l'unité a un effectif initial de 1, bon on nous dit juste qu'elle doit être PV initial, quoi, pour pouvoir profiter de la relance des 1 pour toucher. Moi je le vois différemment, cette relance des 1 par rapport au canon désintégrateurs. Bon, on le verra plus tard, mais clairement je vais vous le dire. Privilégierai plus la lance des ténèbres, parce qu'en fait le canon désintégrateurs sur 9D, vous allez avoir 3D qui vont rater. Parmi ces 3D, vous avez soit 2-1 ou un seul 1. Bon, si vous n'avez pas de chance, vous avez que des 2 et vous avez aucune relance. Mais en gros, vous allez relancer entre 1 et 2D, c'est 50-50 à chaque fois. Donc un tour sur 2, vous allez avoir 2 relances et une relance, un tour sur 2 évidemment. Alors que lorsqu'on a lance de ténèbres, vous avez 3 tirs, donc 2 qui touchent normalement en stats. Et derrière, vous avez à chaque fois une chance sur 2 de pouvoir le relancer. Donc vous avez une chance sur 2, 3 touches. Et quand même mieux quand on est force 12 plutôt que force 5. Voilà. Et là, on a de la pénétration d'armure, hein, PA-3, dégâts D6 plus 2. Donc pour aller chercher aussi des gros dégâts sur les monstres ou les véhicules, la force 12, elle est excellente contre les véhicules et elle est très très bonne contre les monstres. Vraiment, vous allez blesser les monstres sur du 3+, et les véhicules entre 3 et 4+. Donc vraiment, le ravageur, c'est dommage qu'il en ait mis qu'un. En général, si vous avez la place d'en mettre 3, faites-le. Si vous en avez 2, c'est très bien. Bon, maintenant qu'on connaît la liste, et si vous avez regardé comment s'est déroulée la partie, si vous ne l'avez pas fait, bon, je vous invite évidemment à la regarder. Voici les modifications que je propose et pourquoi. Hop. Juste avant de poursuivre, cela faisait un moment que je n'avais pas mis de moment règle dans un épisode. Alors voilà. On va commencer par une notion générale, pour reprendre ces épisodes, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette notion. Eh bien évidemment, désolé pour les anglophobes, car pour éviter tout problème de traduction, je vais utiliser des sources VO, version originale, afin que vous compreniez bien. Parce que des fois, on a des problèmes de traduction, voire complètement de fausses traductions, hein, comme on a pu le voir dans la VF de la phase de combat, où on nous dit c'est le joueur dont c'est le tour qui commence, alors qu'en VO, c'est complètement l'inverse. Donc, commençons par la notion de saving throw ou jet de sauvegarde, pour savoir si Twist of Fate s'applique aux sauvegardes invulnérables. Twist of Fate, c'est un pouvoir de cabale chez les Thousand Sons. Twist of Fate parle de Armor Saving Throw, jet de sauvegarde d'armure. Par défaut, quand on parle de Saving Throw, on ne parle jamais de la sauvegarde invulnérable, mais uniquement de la caractéristique de sauvegarde d'armure, donc de sauvegarde sur votre fiche. Prenons un petit exemple pour le bénéfice du couvert, qui ajoute 1 au jet de sauvegarde. Point. Donc, puisque l'on utilise les mots Saving Throw, par défaut, il faut comprendre comme Armor Saving Throw, donc un jet de sauvegarde d'armure. Mais sans précision, on pourrait l'appliquer à l'invulnérable. Et c'est pour cela, pour une fois que Games Workshop fait bien les choses, que nous avons une précision sur l'exclusion des invulnérables pour ce qui est du bénéfice du couvert. Maintenant, avec tout ça, que faut-il en tirer? Eh bien, lorsque vous avez l'expression Saving Throw, dans un premier temps, vous devez l'interpréter comme si c'était votre sauvegarde d'armure, et voir s'il y a une restriction appliquée aux invulnérables. Si ce n'est pas le cas, cela peut s'appliquer à l'invulnérable. Mais avec l'expression Armor Saving Throw, bien écrit et net et précis dans Twist of Fate, est très clair, ce sera uniquement la caractéristique de sauvegarde et aucunement l'invulnérable. Donc pour répondre à la question de savoir si Twist of Fate s'applique aux invulnérables,
c'est non. Allez, maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo sur la liste Drukhari. Donc, pour commencer avec ma liste, eh bien on va garder l'Elite Esperax avec ses 10 Cérastes, mais cette fois-ci dans un saccageur. Donc on peut virer le Venom dont on se servait pour elle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut du volume d'attaque. Je vous en ai déjà parlé, la force est assez faible. Par contre, vous avez une excellente pénétration d'armure, mais vous êtes dégâts 1. Donc du coup, ce qu'il faut absolument chercher, c'est le volume, c'est la saturation pour donner beaucoup d'impact à vos Cérastes. Nous le verrons un petit peu plus tard, mais vous pouvez moduler par rapport à la liste que je vais vous proposer. Ensuite, on va avoir Urien avec ses Gorgones dans leur Venom. On le garde toujours, je vous l'ai déjà dit, j'adore Urien. De même pour l'Archonte avec ses Cabalites et leur Venom pour split l'unité et avoir une unité de 5 petits Cabalites avec leur fusil éclateur sur l'objectif de votre zone de déploiement qui, grâce à leur Iki objectif, comme je l'expliquais plus tôt, peuvent ensuite rentrer dans un Venom disponible et partir ailleurs pour valider un autre objectif sticky. Ensuite, c'est là que l'on va avoir certaines modifications. Je passe à 2 unités de Mandragore, car j'estime que c'est suffisant pour faciliter la validation des objectifs tactiques. En avoir 3, c'est fort, oui certes, mais je pense que c'est un petit peu surchargé, car on a beaucoup d'autres unités qui sont capables justement de pouvoir valider aussi certains objectifs tactiques, notamment les Fléaux, que j'ai baissé à 2 unités car les modifications effectuées, il me manquait 5 points pour pouvoir garder la 3e unité, donc j'ai ma préférence pour garder la 3e unité. Pour ce qui est de leurs équipements, j'ai ma préférence pour les lances de ténèbres sur sa polyvalence, mais vous pouvez opter si vous le souhaitez sur le fusil disrupteur Drukhari. Bon, vous l'aurez compris, moi je vais rajouter du Talos, donc du coup je vais déjà avoir des fusils disrupteurs, c'est pour ça que je préfère aussi la lance des ténèbres. Elle sera aussi efficace contre les véhicules que contre les monstres. J'ai aussi gardé qu'une seule unité de grotesque, car je ne savais plus quoi mettre pour seulement 105 points. Étant pas un joueur Drukhari, je pense que vous saurez mieux que moi pour savoir quoi en faire. Dans tous les cas, sachez que, voilà, si vous enlevez l'unité de grotesque, vous avez 105 points pour vous. Enfin, pour finir avec la liste, je suis passé à 3 unités de 2 Talos pour l'apport de tir disrupteur, qui se combinera très bien à toutes les lances des ténèbres, des fléaux et des 2 ravageurs qui sont aussi en lance. Et ne faites pas comme moi, ne vous trompez pas dans l'ordre d'activation de vos unités afin de profiter de la relance des 1 pour économiser quelques jetons de souffrance sur vos ravageurs, car pour ceux qui ont vu encore une fois la rediffusion, effectivement à un moment je me suis dit oh shit Sherlock, j'ai tiré, je crois que c'était avec mes vracs ou mes Cabalites, j'ai enlevé un point de vie, il est plus à ses effectifs initiaux, donc je n'ai pas pu profiter de ma relance des 1 pour toucher. Bref, c'était pas un coup de génie de ma part, donc c'est pour ça, je préfère le préciser, histoire que vous ne fassiez pas la même erreur que moi, mais comme j'ai tendance à le dire, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend le mieux. Pour finir avec les Talos, vu que l'armée ne possède pas de grande pénétration d'armure pour ses armes de mêlée, ni de grosses caractéristiques de dégâts en dehors de l'élite pour sa pénétration d'armure, je pense qu'il faut rester sur les gantelets de Talos. En y repensant, contre le World Eater, il vaut mieux sacrifier en faisant un mur de grotesque et de Venom afin de conserver le plus possible les Talos pour contrer plus facilement les Octoliers tout en profitant des disrupteurs contre les Dreadnoughts par exemple. Voilà pour ce que je propose comme modification sur la liste. Plus globalement, je comprends les faiblesses de la faction, ce qui explique ses performances dans l'environnement compétitif. Et pour ce qui est de la liste d'origine de Nactilope, je peux voir qu'elle est quand même bien construite. Et c'est vraiment des micro-ajustements qu'il faut faire. Car entre les erreurs que j'ai fait, les oublis, le fait que je ne suis pas forcément familier avec la faction, est-ce que j'ai fait les bons choix d'utilisation de stratagèmes au bon moment, etc., etc. La liste de Nactilope est quand même très bien pensée, donc bravo à toi. Vraiment plaisante. Je pense que c'est vraiment que des micro-ajustements à faire où il faut continuer à playtester contre plein de factions différentes, des agressives, des factions de tir, des plus passives, etc. pour vraiment arriver à une liste que tu apprécies. En tout cas, d'après moi, les Talos sont clairement trop chers. Il faudrait les baisser à 75 points par figurine, ce serait beaucoup plus judicieux pour arriver coût équivalent aux Octoliers pour seulement 2 Talos. Je rajouterai aussi un petit apport d'anti-infanterie 4+, sur les armes de mêlée des Cérastes pourrait les rendre plus intéressants sans que cela devienne abusé, car leur force resterait tout de même faible par rapport aux autres types d'unités et pourrait se permettre de rester sur une PA-1 sans devoir l'augmenter ou carrément de la supprimer en leur apportant l'anti-infanterie. Je rappelle, l'anti-infanterie les rendrait efficaces contre du Terminator,
par exemple, mais aussi des gardes fantômes. Bref, ça donne vraiment un excellent outil pour la faction Drukhari pour ce qui est de certaines unités spécifiques, et en particulier avec l'Elite Esperax. Et puis de toute manière, l'anti-infanterie, c'est clairement la thématique de la faction quand on regarde tous leurs pistolets éclateurs, canons éclateurs, fusils éclateurs, où ils sont anti-infanterie. Ça a toujours été la thématique de l'armée avec anciennement ses attaques empoisonnées. Autre petite modification que je proposerai aussi pour la faction, c'est de pouvoir doubler certaines armes dans les Kabbalites et les Vrak, qui pourraient être meilleures que d'être bloqués à 2 ou 4 armes différentes. À chaque fois, c'est pour ça que vous avez 4 armes différentes dans les Kabbalites, c'est que vous pouvez pas doubler certaines armes. Donc vous mettez toutes les armes spéciales et basta. Tout de même pour les Vrak, j'aime bien la statistique de leur fusil sniper là qui est dégâts 2 ou 3, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et cette possibilité de pouvoir doubler, particulièrement chez les Kabbalites, ces armes spéciales, par exemple au lieu de prendre les 4 différentes, en prendre 2 x2, genre 2 Dark Lens, et enfin 2 lances des ténèbres et 2 Dislocker par exemple, ça pourrait encourager des constructions que l'on n'a pas vues depuis la V8, c'est-à-dire une batterie de Kabbalites fourrée dans des Venoms. En plus de partir sur cette thématique de liste d'armées, fourrée de Kabbalites dans des Venoms, cela peut rendre aussi les stratagèmes du détachement plus impactants. Car en dehors du -1 bless sur les Talos, il n'y a pas grand chose de vraiment fou. Le Strike and Fade, 2 points de commandement dans une faction qui n'est pas capable de générer de points de commandement facilement ou de pouvoir réduire le coût d'autres stratagèmes pour se permettre d'utiliser 2 points de commandement d'un coup, est une véritable crotte de nez lancée sur les Drukhari de la part de Games Workshop. Je finirai aussi sur le stratagème permettant de relancer vos jets pour blesser. Pour commencer, c'est seulement contre les unités en dessous de la moitié de leur effectif de départ. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je dirais en sous-effectif. Donc autant vous dire que c'est inintéressant, sauf peut-être pour finir un monstre ou un véhicule à la rigueur. Mais en plus, vous devez avoir le mot-clé Cabal. Non, les fléaux ne sont pas Cabal. Il n'y a que les Kabbalites qui pourraient en profiter, même le Venom et le Saccageur n'ont pas le mot-clé, car on aurait pu espérer trouver une mécanique via les postes de tir, mais non. Quand à côté, on a des Chaos Space Marines qui peuvent, en fonction de leur marque du chaos, pouvoir relancer leur jet pour toucher et blesser. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème de conception chez Games Workshop à ce niveau-là. Bref, voilà tout ce que j'avais à dire sur cette liste de Nactilope et plus globalement sur la faction Drukhari. C'est vraiment très intéressant comme exercice pour ma part car cela m'a permis de découvrir une nouvelle faction, ses forces et ses faiblesses, malgré toutes les petites erreurs que j'ai pu faire et franchement je suis prêt à réitérer le même exercice. Je n'ai pas encore tiré au sort la prochaine liste d'armées, donc vous pouvez vous rendre sur mon serveur Discord, suivre la démarche pour obtenir le rôle 40K et vous pourrez poster votre liste d'armées dans le canal Je joue vos listes, afin de pouvoir être tiré au sort. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Cela aide énormément au développement de la chaîne. Si vous voulez avoir accès aux épisodes en avance et ce sans publicité, n'hésitez pas à vous diriger en description, vous y trouverez le lien de ma page Tipeee. D'ailleurs, vous aurez aussi un lien d'affiliation ainsi qu'un coupon de réduction de 5% sur vos commandes effectuées chez notre partenaire Wargame House, qui s'est engagé à reverser 5% de vos achats à la chaîne. Allez, je ne vous embête pas plus, et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent Wargame.